Djokovic, Nadal et Federer sont les trois plus grands joueurs que le tennis ait connus. Leur ultra-domination pendant plus de 20 ans et leur course à celui qui ira le plus loin et qui gagnera le plus a marqué le 21e siècle, tout sport confondu. Même si vous n'avez jamais suivi et regardé le tennis, vous savez très bien qui sont ces trois légendes. Pourtant, cette ère semble proche de la toute fin. Toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement nous sommes sur l'épilogue de cette période invraisemblable où le tennis mondial a été martyrisé par trois joueurs. C'est la fin parce qu'un certain Roger Federer a pris sa retraite il y a 2 ans. C'est la fin parce que Nadal est au bout du bout, il persévère en s'alignant sur quelques tournois, mais en réalité il n'est plus au niveau qui lui a permis de remporter ses 22 grands chelems, ni même le niveau qui lui a permis de soulever 36 Masters 1000. Et c'est la fin parce que malgré une saison 2023 exceptionnelle avec 3 grands chelems remportés, Novak n'est plus le grand Djokovic en 2024, lui qui sur les 7 premiers mois de la saison n'a remporté aucun titre. Djokovic, Nadal, Federer ne sont plus omniprésents en demi-finale, en finale de grand chelem, parce que désormais c'est Carlos Alcaraz qui semble reprendre le flambeau. À 21 ans, l'Espagnol a déjà 4 grands chelems en poche et est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire et le premier à avoir battu Djokovic en finale de Wimbledon 2 fois d'affilée. Heureusement, il n'est pas seul, on a aussi Yannick Sinner qui nous a montré qu'on va pouvoir compter sur lui dans les années à venir, mais qu'on se dise la vérité. Quel que soit le joueur que vous préférez entre Federer, Nadal et Djokovic, quel que soit l'affect que vous avez pour chacun d'entre eux, ça fait quelque chose. Et je vous le dis, on ne revivra plus jamais ça. 3 joueurs si complémentaires dans le jeu, dans les forces, dans les faiblesses, dans les caractères. Ces 20 ans de tennis étaient iconiques, mais aujourd'hui tout ça c'est fini, et on va voir pourquoi en détail. Ça vous a pas échappé, nous sommes sur la toute fin de Big Three. Djokovic, Nadal, Federer, c'est fini, ou presque. Djokovic résiste encore, mais on est en fin de carrière. Nadal est encore compétitif, mais n'est plus du tout dangereux, donc ça sent la fin. Et Federer a dit stop fin 2022. Après 20 ans d'ultra-domination, de chefs-d'œuvre, de matchs exceptionnels, de saisons qui se suivaient et qui se ressemblaient, où les trois se partageaient les grands tournois, ça y est, on est sur la toute fin de ce chapitre. Effectivement, Roger Federer nous a dit au revoir fin 2022 à sa Lever Cup lors d'un dernier double avec Rafa, mais Federer, je pense que c'était pas une fin de carrière à la hauteur de sa légende. Dites-moi en commentaire votre avis d'ailleurs sur la fin de carrière de Roger Federer, parce que j'ai aussi entendu pas mal de gens dire qu'il a eu une bonne fin de carrière, qu'il a choisi de terminer à la Lever Cup avec Rafa. Donc dites-moi vraiment, je suis très curieux. Moi, je trouve que Roger aurait mérité mieux. Je dis pas que pour réussir sa fin de carrière, il faut gagner un dernier grand chelem comme Sampras l'a fait à l'US Open en 2002, parce que personne n'a réussi ce qu'a fait Sampras. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Sampras, je vous ai raconté son histoire, c'est disponible sur YouTube. Mais je pense qu'une fin de carrière honorable pour Roger, ça aurait été d'enchaîner quelques beaux parcours en grand chelem, en Masters 1000, des dernières belles victoires contre du top 10, et tout ça, il a eu beaucoup de mal à le faire. Si on se fait le récapitulatif de la fin de Roger, en 2021, qui est sa dernière année où il est compétitif, c'est un 8ème de finale à Roland-Garros, où il fait forfait contre Berrettini. Pas top déjà pour l'immense légende qu'il est, même si sur ce dernier Roland-Garros, il faut vraiment mettre en avant sa passion du jeu. Parce que voir Roger batailler comme un chien contre Kopfer au 3ème tour dans un stade vide avec le Covid, c'était vraiment incroyable à voir. C'est un quart de finale à Wimbledon, où il s'incline contre Hurkacz en 3-7, dont le dernier 6-0, chez lui dans son jardin. Je pense qu'on avait le droit d'espérer à un peu mieux. Et en 2021, Roger ne dispute aucun Masters 1000. Son dernier Masters 1000 joué, c'est à Shanghai, en 2019. Rendez-vous compte, quart de finale contre Zverev, rappelez-vous de ce match de dingue où il sauve des balles de match dans le deuxième avec des coups incroyables, des coups dont lui seul a le secret avant de perdre en 3-7. Mais on se rend compte que Roger, il a décliné vraiment progressivement, que c'est pas arrivé en un claquement de doigts. Évidemment, il a été surpris par le Covid. Le Covid qui n'a pas du tout aidé le bon déroulé de sa fin de carrière. Mais dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette fin de carrière, ça m'intéresse vraiment, parce que moi je suis assez perplexe concernant les derniers matchs de Roger. Même en 2021, rappelez-vous, il va à Doha pour perdre contre Basilashvili, il va à Genève chez lui, devant tout son public, devant ses fans, pour perdre contre Andorra, rendez-vous compte, Federer qui perd contre Andorra chez lui pour son premier match. Donc la fin de Roger, je suis désolé, mais elle est loin d'être bonne en termes de résultats. Mais je sais aussi qu'il faut être juste, parce que quand on parle de la fin de Roger Federer, on peut pas mettre de côté sa blessure au genou qui l'a complètement handicapé et gêné dans l'optique de faire une belle fin. Je vous ai dit, quand je vous ai raconté son histoire, à quel point il a été gêné par ce genou dans sa carrière, et le fait qu'il le ressente à ce moment-là, c'est logique. Roger, il a 40 ans, et concrètement, c'est son genou qui a décidé d'arrêter, c'est pas lui. C'est pour ça que je dis que Roger aurait mérité une meilleure fin. C'est même pas tant en termes de résultats, parce que finalement, faire quart de finale à Wimbledon à quasiment 40 ans, c'est énormissime. On va voir que Nadal et Djokovic seront sûrement loin d'un quart de finale en grand chelem à 40 ans, mais c'est en termes de symbole, de prise de décision, d'arrêter à cause du genou et d'avoir dit au revoir au Center Court sur un 6-0 contre Hurkacz.
un forfait à Roland-Garros et des défaites horribles à Doha et à Genève. En tout cas Roger, merci pour tout, parce que les 20 ans de tennis incroyables qu'on a eu, on te les doit en partie à toi, parce que sans Roger Prime entre 2004 et 2007, on n'a pas Rafa Prime 2008 qui a dû se dépasser pour déloger Roger, ni Djokovic Prime 2011, 2015, etc. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous parle de tennis toute l'année, on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses aussi. Donc si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça nous aide énormément. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet au maximum, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, on vit sur nos propres fonds actuellement. Donc on a lancé une campagne de financement participatif, donc si tu souhaites nous aider à développer le projet et m'aider à faire ma deuxième année d'alternance sur la chaîne, n'hésite surtout pas à faire un petit don. Le lien du Tipeee est juste en dessous. A noter qu'avec un don de 5€ par mois, tu auras accès à 2 vidéos exclusives. Les vidéos de juillet étaient sur Gasquet et Paolini. Alors si tu veux voir tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup. En parlant de Rafa, il faut aussi parler de l'espagnol, parce qu'on le sent venir, on est sur la toute fin de sa carrière, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très dur. Je vous ai fait une vidéo blockbuster où je vous raconte vraiment toute son histoire, et là, le voir galérer comme ça, quand justement ça fait longtemps qu'on suit son histoire avec ses exploits, ses périodes de doute, puis ses comebacks, le voir chuter dans les catacombes du classement à cause d'un physique qui dit stop, ça fait quand même quelque chose. D'ailleurs, on y revient, le physique, le fameux, y a pas que Federer qui a subi son physique en fin de carrière. Parce que Nadal, il faut dire que c'est le roi en la matière. On connaît la dépense physique énorme qu'impose son jeu, et après avoir lutté pendant plus de 20 ans sur le court contre tous ses adversaires et hors du court contre son physique qui a souvent claqué, là ça y est, on a atteint un point de non-retour avec une saison 2023 quasi blanche, 4 matchs joués dont 3 défaites, et une saison 2024 qui nous a lui-même teasé comme son ultime retour avec son envie de rejouer et de regagner. Résultat, pour l'instant, y a pas grand chose. On a eu un quart de finale à Brisbane où il perd contre Thompson, et une campagne sur terre battue en vue de Roland-Garros où certes, il a joué pas mal de matchs, certes il a gagné 3 matchs à Madrid, mais on sent qu'il a perdu la flamme dans son tennis. Il a plus l'agressivité et la longueur de balle qui lui faisaient gagner l'Open d'Australie et Roland-Garros il y a encore 2 ans. Et à Roland-Garros, malheureusement, il tombe sur Zverev au premier tour, et défaite logique en 3-7, même s'il a montré des bonnes choses pendant ce match. Et aux Jeux Olympiques de Paris, pareil, il tombe contre Djokovic au deuxième tour, défaite logique en 2-7. Parce que même sur son cours à lui, le Philippe Chatrier, qui s'appellera peut-être le cours Raphaël Nadal dans quelques années, j'y crois fort, il n'y arrive plus. Là où en 2022, à Roland-Garros, il a enchaîné des victoires contre Djokovic et Zverev, aujourd'hui il perd très sèchement contre les deux. Donc il y a eu un changement radical, parce que Nadal a un niveau trop faible par rapport au cadre du circuit. Et si on se projette pour la suite pour Rafa, alors on se parle, on est encore pendant les JO, et il a dit prendre sa décision dans les prochains jours concernant sa fin. Alors si on considère que ça y est, Nadal décide d'arrêter, comment jugez-vous sa fin de carrière? Dites-moi. Moi honnêtement je la trouve très difficile. Je la trouve tellement remplie d'espoir, parce que Nadal à chaque fois qu'il entre sur un court, tu te dis il y a quand même une mini chance qu'il gagne, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la situation. Mais là concrètement depuis son dernier Roland-Garros en 2022, il n'y a pas de victoire référence. On a son parcours à Wimbledon 2022 avec son quart de finale gagné contre Fritz avec une déchirure abdominale. On a 2 minors à Madrid qui était tête de série numéro 10 et c'est tout. Et de la même manière que de Federer, c'est très dur de se contenter de ça quand on parle de légende comme Nadal. Donc si on considère que Rafa, ça y est, c'est terminé et ça le sera un jour ou l'autre, j'ai quand même beaucoup de mal à me satisfaire de cette fin, donc je suis assez déçu quand même. Mais ça enlève absolument rien à sa légende, parce que l'âge d'or du tennis qu'on a eu, on lui doit aussi à lui en partie, parce que sans Nadal Prime 2008, 2010, 2013, etc., on n'a pas Djokovic Prime 2011, 2015 qu'on va évoquer. Novak Djokovic, l'ogre qui a bouffé tous les records les uns après les autres, arrive lui aussi tranquillement, mais sûrement sur la fin. Alors Djokovic c'est un cas forcément différent des deux autres, parce que lui c'est le seul qui tient encore tête aux jeunes alors qu'il est. C'est le seul des 3 qui barre la route à beaucoup de joueurs en Grand Chelem. Prenez Roland Garros 2024, il élimine Musetti, Cerundolo dans des matchs absolument dingues. Donc lui il a encore le niveau et l'aura, contrairement à un Nadal qui certes a encore peut-être cette aura sur terre battue et même ailleurs, mais qui n'a pas le niveau d'aller en finale à Wimbledon quelques semaines après une opération au genou jusqu'à preuve du contraire. Donc Djokovic il est encore dans le coup, il est encore au top, mais il faut dire qu'il commence à subir la loi des nouveaux princes du circuit. Je parle évidemment d'Alcaraz et de Sinner. Contre Alcaraz ça fait 3-3 dans les confrontations et contre Sinner Djokovic mène 4-3, mais Djokovic il a perdu 2 fois d'affilée en finale à Wimbledon contre Alcaraz 2023-2024, quelque chose d'impensable à l'époque quand Djokovic régnait en patron à Wimbledon, et Djokovic s'est fait sortir chez lui à l'Open d'Australie en demi-finale contre Sinner, il avait jamais perdu en demi-finale. Donc là on parle quand même de matchs méga importants, des finales à Wimbledon, demi-finale en Grand Chelem, c'est des matchs qui changent une carrière et qui façonnent des palmarès. Et Djokovic il commence à en perdre alors qu'il était connu pour être invincible dans ses matchs coup près. Et Djokovic en 2024, il a remporté aucun tournoi sur les 7 premiers mois de l'année. De janvier à juillet, c'est 0 tournoi. Donc forcément il faut remonter à très longtemps pour voir une telle contre-performance
performance pour le Serbe, seulement 3 demi-finales jouées, à l'Open d'Australie, à Monte-Carlo et à Genève. Donc même s'il joue encore très très bien, la preuve en est avec sa victoire contre Nadal au JO. D'ailleurs, dans un match où selon moi il a rarement atteint ce niveau sur terre battue dans sa carrière, Djokovic globalement il a pu les résultats de mammouth auxquels il nous avait habitués. Sauf que Djokovic c'est un peu différent de Nadal et Federer, ça se pourrait bien qu'il nous réserve encore quelques gros tournois. Moi je pense qu'il a encore un grand chelem dans la raquette honnêtement, peut-être l'Open d'Australie 2025. Donc ça en dit long sur son potentiel et son niveau de jeu à 37 ans. Donc faire des comptes maintenant pour Djokovic et considérer qu'il fera plus rien dans sa carrière, c'est un peu risqué. Donc si on résume là, résultat des courses, on a perdu Federer, bientôt Nadal, presque Djokovic, pas encore. Sauf que Djokovic, il a réalisé une saison 2023 complètement dingue qui pourrait un peu contredire ce que je viens de vous dire, parce que 2023 c'était un nouveau prime de Djokovic, parlons-en. 2023, effectivement, on a un Djokovic qui nous a fait une année hallucinante. Alors depuis le temps, on connaît le bonhomme, et on aurait pu se douter qu'il allait nous refaire quelques dingueries, mais de là à l'imaginer tout gagner comme ça, c'était quand même très très difficile. Et dès début janvier d'ailleurs, il avait annoncé la couleur en remportant le premier tournoi de l'année, Adélaïde, et en battant Corda en finale en sauvant des balles de match, histoire de remettre les choses en place, de montrer que c'est toujours lui le patron, et qu'il va falloir se lever très très tôt cette année pour aller le chercher. Et par la suite, Djokovic en machine de guerre a vraiment tout pulvérisé. Il va chercher son 10e titre à l'Open d'Australie, un an après avoir été viré de l'Australie à cause de sa non-vaccination, après avoir été traîné dans la boue, le persona non grata, enfermé dans un hôtel. Alors attention, on va surtout pas le plaindre, évidemment. Mais voilà, c'était une épreuve assez difficile, et il revient, et il gagne, donc émotion incroyable. Ensuite, il gagne Roland Garros, ce qui fait qu'il a remporté tous les grands chelems au moins 3 fois. Finale à Wimbledon, surpris par Alcaraz en finale, c'est le seul match qu'il perd de l'année en grand chelem. Il est à 27 sur 28 en grand chelem, comme en 2021. Comme en 2015, parce qu'ensuite il gagnera l'US Open en se baladant, en mettant 3-7-0 en demi-finale, 3-7-0 en finale. Et Djokovic, grand combattant qu'il est, il a aussi pris le temps de prendre sa petite revanche contre Alcaraz dans une finale à Cincinnati exceptionnelle. Et pour terminer l'année, il gagne Bercy et le Masters comme au bon vieux temps, en déployant un niveau de jeu absolument dingue. Donc Djokovic en 2023, c'est ça. C'est un cyborg qui ne perd pas, c'est une machine à gagner qui semble éternelle. Mais peut-être que vous me voyez venir, on est ici pour parler de la fin d'une ère. Et cette année 2023, elle reflète pas la fin, parce que Djokovic, il est encore sur le trône. Sauf que là, je vous ai énuméré des résultats en les justifiant par le fait que Djokovic a joué un grand tennis, ce qui est vrai. Mais j'ai pas évoqué le paysage tennis qu'on avait cette année, avec un Nadal absent, et une nouvelle génération qui peine vraiment à se faire voir et à bousculer Djokovic. Alors je suis peut-être un peu dur avec eux, mais force est de constater qu'ils ont pas été au niveau. Ou alors c'est les objectifs qu'il faut revoir à la hausse, parce que pour certains, peut-être que faire le tour du monde en jouant au tennis, en gagnant très bien sa vie, en mangeant dans les meilleurs restos, dans les meilleurs hôtels, c'est suffisant. Donc quand ils se retrouvent contre Djokovic qui a une aura incroyable et qui est beaucoup plus fort qu'eux mentalement, ils peuvent se dire bon c'est bon, c'est déjà bien, si je lui prends un set c'est très bien, j'ai fait mon tournoi. J'ose espérer que personne raisonne comme ça, même si j'ai bien peur que ce soit quand même le cas pour certains. Mais à ce moment-là c'est un problème d'état d'esprit tout simplement. Quand on écoute un Benoît Paire, on a un joueur qui gagne son train de vie et qui a pas envie de se déchirer à l'entraînement pour faire plus. Donc tous ces jeunes qu'on attend au rendez-vous, à part Alcaraz et Sinner qui ont montré qu'ils commencent vraiment à être au-dessus de Djokovic, pour les autres c'est un peu inquiétant d'avoir un mec qui a quand même 37 ans, toute légende qu'il est, y a pas de problème, mais sur le court, au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça devrait faire la différence. Donc on peut penser que 2023 c'est un petit trompe-l'œil, parce que certes Djokovic est incroyable, il y a aucun problème, monstrueux, mais il a été aidé parfois par des joueurs qui sont vraiment en dessous. Quart de finale à l'Open d'Australie, Rublev, quelle purge. Demi-finale à l'US Open, Shelton. Alors il y a zéro expérience, il y a pas de problème, mais on pouvait quand même s'attendre à une flamme de l'américain avec tout ce qu'il a montré avant. Donc on a des joueurs pas assez mordants, pas assez tranchants, qui ont laissé Djokovic gagner. Surtout que Djokovic, on le connaît par cœur. Ça fait 20 ans qu'on le voit jouer au tennis. Ça fait plus de 20 ans qu'on le voit se déplacer sur un foutu court de tennis, qu'on le voit taper un coup droit, un revers, un service, un smash. Et il y en a encore très peu qui sont beaucoup plus jeunes que lui, qui sont beaucoup plus frais physiquement que lui, qui arrivent à le battre. D'ailleurs, il y a quelques mois avec Ponce, on vous a fait une petite masterclass sur comment battre Novak Djokovic. On vous donne toutes les clés pour battre Novak Djokovic, mettre une tactique en place. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et on sait que globalement, depuis 2018, on a un Neo Djokovic qui a adapté son jeu pour durer plus longtemps. Donc on sait qu'il a optimisé son service, donc on sait qu'il a travaillé sa volée pour monter, pour terminer l'échange plus rapidement. Donc en fait, tous les prospects qui devraient battre Novak Djokovic, ils ont quand même des clés à disposition, et je trouve qu'ils s'en servent assez peu. Alors, cette fameuse passation de pouvoir dont on parle depuis un bon moment, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'elle a eu lieu en 2024, que ça y est, Sinner et Alcaraz ont repris réellement le flambeau en 2024, ou alors si c'est pas tout à fait clair selon vous et que Djokovic a encore de la bouteille. Moi, pour vous dire la vérité, je pense que ça y est, il y a passation de pouvoir. On a eu des prémices en 2023 avec Alcaraz qui bat Djokovic à Wimbledon en finale, avec Sinner qui le bat au Masters et en Coupe Davis en sauvant des balles de match, et en 2024, ça y est, comme je l'ai dit, Sinner le bat en demi-finale de l'Open d'Australie, ce qui était jamais arrivé, et Alcaraz
Alcaraz le rebat un an plus tard en finale à Wimbledon, donc imaginez l'exploit. Mais ça tombe pas du ciel. Ça, si c'est pas une passation, je sais pas vraiment ce qu'il vous faut. En plus, Djokovic l'a dit lui-même après la finale à Wimbledon, il est en dessous d'Alcaraz et de Sinner dans le tennis, il les bat plus. Donc on a un basculement dans le rapport de force, avec un Novak qui joue encore très bien, mais qui n'est plus le plus fort du circuit. Et puis on en a parlé pour Nadal et Federer, mais pour Djokovic, ça commence à coincer physiquement plus sérieusement. Il est de plus en plus rappelé par son physique, parce qu'il a eu le poignet en début d'année, il a eu le genou à Roland-Garros, et on sent qu'il est de moins en moins capable de s'en sortir et de faire des miracles, comme à l'Open d'Australie 2021 avec sa déchirure abdominale. Donc on a d'un côté les deux jeunes, Sinner et Alcaraz, qui commencent à enquiller du Grand Chelem et qui commencent à battre Djokovic en Grand Chelem, et de l'autre, Djokovic et son physique qui commence un peu à être friable. Et pour l'instant, en 2024, il faut quand même rappeler les faits. Sinner gagne l'Open d'Australie, Alcaraz gagne Indian Wells, Sinner gagne Miami, Alcaraz gagne Roland-Garros et Alcaraz gagne Wimbledon. Donc là en fait on a deux joueurs qui se partagent les plus grands titres, sauf que ces deux joueurs c'est plus Federer, c'est plus Nadal, c'est plus Djokovic, c'est Alcaraz et Sinner. Donc ça illustre extrêmement bien la passation de pouvoir qui a lieu. Et oui, on a des vieux qui ont calé physiquement. Federer a calé physiquement, Nadal a calé physiquement, et Djokovic alors. Djokovic, on a évoqué ses pépins récents qui lui permettent de pas déployer son meilleur niveau, mais pour l'instant, Djokovic, quand il est sur le court, tout roule. Alors on peut penser qu'à un moment, il va être rattrapé par son genou ou son coude, comme Roger a été rattrapé par son genou, mais moi j'ai tendance à croire que pour l'instant, le danger pour Djokovic, c'est plutôt ce qui est en face de lui. C'est les pralines de Sinner, c'est les sacoches d'Alcaraz, plutôt que les abdos qui l'empêchent de servir à 100%. Donc certes, Djokovic commence à montrer des signes de fatigue physique, ça c'est indéniable, mais l'enjeu pour Djokovic, selon moi, à l'heure actuelle, c'est de trouver un plan anti-Alcaraz, c'est de trouver un plan anti-Sinner, parce que s'il s'en sort contre eux cette année, il gagne l'Open d'Australie et Wimbledon, comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, Djokovic il se retrouve face à deux prodiges qui n'ont absolument pas peur de lui. Deux prodiges qu'ils connaissent par cœur, qu'ils le voient jouer depuis qu'ils sont gamins, et qui, eux, arrivent à faire déjouer Djokovic. Donc Djokovic, il va devoir aller chercher ces quelques pourcentages en plus dans son jeu qui feront la différence, comme au Masters 2023 en demi-finale contre Alcaraz et en finale contre Sinner, où il délivre deux copies parfaites. Allez vraiment voir ces matchs si vous en avez plus le souvenir. Pour Rafael Nadal, c'est beaucoup plus compliqué, parce que lui, il doit faire face à ses adversaires qui n'ont presque plus peur de lui pour la plupart, coucou Cachine, mais Nadal il doit aussi faire face à sa pauvreté tennistique, avec une longueur, il faut bien le dire, inexistante, et seulement quelques restes qui lui permettent de gagner des matchs par-ci par-là. On a bien vu à bas stade que même contre des joueurs pas très bien classés, c'est devenu très très compliqué, même sur sa surface, et même dans les conditions qu'il préfère, avec une terre battue bien sèche. Alors étonnamment, il a quand même réussi à enchaîner 5 matchs physiquement, même s'il perd la finale contre Borges, mais Nadal il a plus s'inquiété dans son jeu, où il est rarement capable de déborder ses adversaires, qui je le rappelle n'étaient pas des cadors, ni même des top 30. Donc c'est un retour à la réalité brutale pour Nadal, et honnêtement je le vois mal revenir à un très bon niveau qui lui permettrait de gagner des tournois. Surtout que physiquement il va devoir aussi payer tous les efforts de 2024, la saison sur terre battue, les blocs d'entraînement intenses avec les Arthur Fils, les Russell Voury, etc. On parle de vieux, on parle de légende. Un mot sur Andy Murray peut-être, qui nous a fait rêver jusqu'au bout des bouts en double Jeux Olympiques avec Evans. Bon ça y est, lui c'est fini et c'est 100% physique malheureusement. On connaît son histoire incroyable de toute façon, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo qui retrace tout son parcours, mais c'est la fameuse hanche en métal qui commence à rouiller pour de bon. Honnêtement j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit en vidéo sur Murray. On a une légende de plus qui a stoppé à cause de son physique, une légende qui a forcé trop loin, qui a été poussée à bout, aussi il faut le dire par Djokovic, Nadal et Federer, pour gagner 3 grands chelems, et aujourd'hui c'est plus possible, on le voit sur le court. Donc un énorme merci. C'est la fin de Wawrinka également. Wawrinka qui lutte depuis des mois, depuis des années. Il arrive à gagner quelques matchs par-ci par-là dans quelques tournois, mais le Wawrinka Prime entre 2014 et 2016 est bien loin. Merci aussi à Stan parce que quel bonheur de l'avoir vu jouer un tennis aussi parfait. Mais force est de constater que c'est la fin. Ça y est que ça coince vraiment physiquement et que lui aussi, comme Roger, comme Rafa, comme Andy, c'est le corps qui dit stop. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a constaté que nos légendes finissent quasiment toute leur carrière à l'hôpital, on est tenté de se poser la question suivante. Est-ce que c'est possible de nos jours de bien terminer sa carrière? Je vous pose la question parce que moi-même je suis partagé. Déjà, est-ce que c'est possible de finir sa carrière comme Sampras? Moi je pense pas. Ou alors il faut le faire à 25 ans, mais ça n'a aucun sens. Sinon je vois pas de joueur capable de s'arrêter sur un sacre grand chelem parce que tout ça c'est un cercle qui te pousse à continuer. Et quand tu continues et que tu pousses jusqu'à la limite et que parfois tu dépasses la limite parce que tu deviens accro, regardez Djokovic, Nadal et Federer. Quand je les regarde, je vois 3 légendes évidemment, mais je vois aussi 3 accros.
3 accros qui n'ont pas su dire au revoir au bon moment. Federer, il a pas su couper après l'Open d'Australie 2018. Et il a sûrement eu raison parce qu'il avait encore le niveau de jeu pour remporter un majeur. La preuve en est avec Wimbledon 2019. Nadal, il a pas su couper à Roland-Garros en 2022 et ça c'est terrible. Mais c'est son addiction du circuit qui a parlé à sa place, peu importe le nombre d'injections qu'il a dans son pied. Et Djokovic, on sait pas trop. Parce que couper juste après 2023, quand tu gagnes autant, c'est quand même très compliqué. Allez arrêter quand vous faites le petit chelem que vous gagnez Bercy et le Masters en fin d'année, c'est impossible. Donc terminer après une victoire en Grand Chelem, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui, mais terminer correctement avec des deuxièmes semaines en Grand Chelem, oui, je pense que c'est possible, et c'est comme ça que Djokovic pourrait terminer selon moi. Dites-moi quelle fin vous voyez à Djokovic, mais moi je vois ça, potentiellement des beaux parcours en Grand Chelem, saupoudrés de matchs complètement fous, comme contre Musetti à Roland-Garros. D'ailleurs, on aura la réponse dans ces prochains mois, et dès l'US Open, et on a vraiment hâte. En tout cas, c'est une page vraiment qui se tourne à différents degrés pour chaque légende. Federer, c'est fini. Murray, c'est bientôt fini. Nadal aussi, il est sur la fin. Et Djokovic, il est encore là, mais jusqu'à quand? Et des nouvelles légendes avec Alcaraz et Sinner reprennent les choses en main. En tout cas, messieurs, faites-nous rêver parce que l'héritage est sacrément lourd. Voilà, en tout cas, c'était inévitable et on y arrive à la fin de cette ère magnifique. On a vraiment vibré avec ces 3 joueurs, Djokovic, Federer, Nadal. On a nos préférences, forcément, chacun a son joueur de prédilection. Et je pense honnêtement que le circuit ne sera plus jamais pareil sans eux. On aura plus qu'on a connu. 3 joueurs au top, 3 joueurs qui se complètent si bien dans le jeu, dans la personnalité. On a vraiment vibré avec des matchs incroyables. Ils nous ont offert les matchs les plus exceptionnels que le tennis ait connus. Et c'est une lourde page qui se tourne. D'ailleurs, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les histoires de Federer et de Nadal, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai faites. Et forcément, il en manque un au programme, mais soyez patients parce que l'histoire de Djokovic arrive très très vite et ça va envoyer du lourd, donc soyez au rendez-vous. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!